6 heures. Vous aurez à 6h15 le second journal des sports. Un invité du jour, Monsieur Lassina Konaté, il est directeur général de la Poste et de l'économie numérique. Avec Nadège Kofi, nous irons à Yopougon connaître les circonstances de la mort subite d'un homme dans un maquis. Et ensuite, Adama Bakayoko nous parlera de pardon et réconciliation avec les jeunes du Cavali. Dans La Parole est à vous. Et pour terminer, les coliques chez le nourrisson dans Santé au quotidien en compagnie de Djinebou Karamoko. Voici le menu. Bienvenue dans la grande session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Mais avant, c'est le journal. Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. La Côte d'Ivoire et le Koweït renforcent leur coopération. En visite officielle dans ce pays, le chef de l'État Alassane Ouattara a eu une rencontre hier avec son Altesse Sheikh Sabah Al-Hamad, émir du Koweït. Le 30 avril prochain, aucun abonné ne pourra s'identifier car c'est le délai de l'opération d'identification, a indiqué le directeur de cabinet du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste face à la presse. Nambir-Geka, village situé à 7 km de Ferkessédougou, est désormais connecté au réseau électrique ivoirien, une situation saluée des populations. Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, la répartition des circonscriptions électorales suscite encore le débat. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. En visite au Koweït, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier mardi avec son Altesse Sheikh Sabah Al-Hamad, émir du Koweït, accompagné du prince héritier de l'État du Koweït. Les deux chefs d'État ont procédé à la signature d'accords de coopération. Ils portent notamment sur la création d'une commission mixte de coopération entre les deux pays. Ils ont aussi signé un mémorandum d'entente Côte d'Ivoire, Fonds cohésien pour le développement économique, et un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Les deux chefs d'État ont également abordé des sujets internationaux inscrits à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies où siège leur pays. Le président Alassane Ouattara a été donc élevé à la dignité de Moubarak El Kabir, la plus haute distinction de l'État du Koweït, au cours de la cérémonie. Et la secrétaire générale déléguée du RDR chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, Anne Ouloto, était face à la presse pour expliquer les motivations et attentes de la tribune les jeudis du RHDP. C'est une tribune offerte aux décideurs et dirigeants membres des partis du RHDP que sont les membres du gouvernement, les directeurs généraux et centraux, les hauts cadres de l'administration pour informer et promouvoir les actions du gouvernement, pour expliquer également les bénéfices directs et indirects ainsi que les impacts des actions du gouvernement sur la qualité de vie de l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire et surtout apporter une réponse adéquate au droit à l'information des populations. On en sait un peu plus avec Abou Silla. Face aux journalistes, Anne Ouloto a expliqué que les jeudis du RHDP est une plateforme d'information et de promotion pour faire en sorte que les actions du gouvernement soient mieux perçues par les Ivoiriens. La secrétaire générale déléguée du RDR, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, a soutenu que la mise en œuvre du programme commun de gouvernement de l'Alliance RHDP sur la période 2016-2020 a une grande ambition, celle de construire une nation de paix, au travail, prospère, réconciliée et unie. Ce programme, a-t-elle indiqué, prend appui sur 5 grands piliers, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation de l'économie ivoirienne par une plus grande industrialisation. Le 3e pilier est relatif à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, quand le 4e est consacré à la promotion de la jeunesse et de la femme. Le 5e pilier est celui de l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Les jeudis du RHDP viennent donc soutenir ce programme avec son credo, expliquer, écouter, convaincre. Anne Ouloto. Travailler à un programme si ambitieux suppose que nous nous donnions les moyens de faire en sorte que ce programme-là soit connu des Ivoiriens et que nos militants s'approprient également les initiatives du gouvernement. Quand je parle de nos militants, je parle des militants du RHDP. Parce que c'est ensemble que nous devons expliquer, c'est ensemble que nous devons également être à l'écoute de nos concitoyens parce que nous sommes à la tâche pour eux. Et c'est ensemble que par nos initiatives, nous parviendrons à les convaincre que notre voie est la bonne. Il était donc important pour Anne Ouloto de rencontrer les journalistes afin qu'ils puissent bien comprendre son approche afin d'être mieux imprégné de l'initiative. Et un autre sujet dans ce journal, l'opération d'identification des abonnés aux services de télécommunication prend fin le 30 avril prochain.
Aucun autre délai ne sera accordé, indique le directeur de cabinet du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. André Apété était hier mardi face à la presse pour expliquer à nouveau ce processus, pour lever donc les obstacles liés aux pièces biométriques nécessaires à l'identification. L'ONI a adopté une procédure spéciale pour l'opération. Des détails avec Olo Koulibaly. L'objectif est d'atteindre l'identification de 20 millions de puces. Pour l'instant, 2 opérateurs sont à plus de 65% et le troisième à 40% de ses abonnés identifiés. Prévu pour prendre fin en mars dernier, le délai est repoussé au 30 avril. André Apété, directeur de cabinet au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Fin avril, ceux qui ne se seront pas fait identifier auront encore 2 mois pour régulariser leur situation. Mais bien entendu, pendant ces 2 mois, ils pourront recevoir des appels, ils ne pourront pas appeler. C'est une précaution supplémentaire qui est prise pour ne pénaliser personne. L'objectif, c'est de créer un écosystème de confiance, un écosystème au travers lequel les citoyens ivoiriens bénéficieraient des services de télécommunication. L'autre objectif également, c'est de permettre à l'État d'assurer la sécurité de chacun des Ivoiriens sur le territoire national. Aujourd'hui, à travers le monde, toutes les enquêtes de police utilisent les données numériques collectées. Donc, c'est important pour la sécurité de l'État. On ne peut plus jouer avec. Pour les Ivoiriens n'ayant pas de pièces, un récépissé d'identité peut être établi en 48 heures, rassure André Apété. Certains citoyens étrangers aussi, notamment de la CEDEAO, n'ont pas de pièces biométriques. Des dispositions exceptionnelles sont prises en rapport avec l'ONI afin d'établir un document pour l'identification. Les élèves de l'école communautaire de Nandibo 2 dans le département des Grands Ponts ont visité le centre de formation à la mécanisation agricole et de la sous-préfecture de Grand Laou. Objectif, développer l'esprit civique et entrepreneurial chez ces jeunes apprenants. Ange Guadio. Le CF-MAG, première étape de cette visite, a été l'occasion pour ces jeunes apprenants de découvrir tout le circuit de la transformation du riz. Les enfants ont pu par ailleurs se familiariser avec la technologie de ce centre, outil de développement national. Comment on appelle cette machine-là? Un tracteur. Comment ça s'appelle? Oui, vas-y. Une moissonneuse batteuse. Qui j'ai vu les riz, j'ai vu les machines. Olivier Yao, directeur du CF-MAG, ne cache pas sa satisfaction. Ce sont des journées qu'on pourrait, pourquoi pas, institutionnaliser, à l'effet de permettre à ces tout petits de se voir inculquer un certain nombre de valeurs et de connaissances pour qu'une fois devenus majeurs, ils puissent être réellement imprégnés de tous ces aspects de mécanisation agricole qui permettent de lutter contre la pénibilité du travail. À la sous-préfecture, parents d'élèves et élèves ont été instruits sur l'importance de l'acte de naissance et la nécessité pour chaque enfant d'en posséder. Le maître des lieux étant absent, c'est le secrétaire général de préfecture, Benoît Koné, qui leur a expliqué les missions assignées au sous-préfet. Les enfants sont venus découvrir ce que c'est qu'une sous-préfecture. Nous les avons félicités et leur avons signifié que nous plaçons en eux beaucoup d'espoir pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les 80 élèves allant de la maternelle au CE1 ont regagné leur école à l'issue de cette visite fort édifiante. Une autre localité dans la sous-préfecture de Ferkessé-Dougou est désormais connectée au réseau électrique ivoirien. Il s'agit de Nambirgué-Ka, village situé à 7 km de Ferkessé-Dougou, capitale du Tchologo dans le nord du pays. La cérémonie de mise sous tension a fait l'objet d'une fête d'hommage au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. La correspondance de Siekwasi. Nambirgué-Ka est le plus vieux village de la sous-préfecture de Ferkessé-Dougou, région du Tchologo. Sa population est estimée à 1000 habitants. C'est fini. Nambirgué-Ka rompt désormais avec les ténèbres. Sekongo Fernand est le doyen des cadres du village. Il n'a pas tari d'éloge pour le président de la République et son cadet Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, tous deux issus de la région du Tchologo. Nambirgué-Ka amorce une phase importante de son développement socio-économique. Les populations pouvant envisager bon nombre d'activités en vue de l'amélioration de leur qualité de vie. Hommage soit rendu à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Hommage également à son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro, président de l'Assemblée nationale. Le maire de la commune de Ferkessé-Dougou a salué l'action du gouvernement et réaffirmé l'engagement du président de la République à mettre fin aux souffrances des populations ivoiriennes. Ouattara, Blidia Alain Yacinthe. Le gouvernement fait de
l'électrification rurale une composante forte de son programme de développement à raison d'un minimum de 500 localités électrifiées chaque année afin d'atteindre l'objectif de l'électrification totale de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025. Après l'électricité, bientôt le démarrage des travaux du centre de santé de Nambirgueka, la pose de la première pierre de cette infrastructure sanitaire a fermé les portes de la fête de la lumière célébrée avec faste à Nambirgueka. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et nous parlons santé maintenant, Denise de la Fafiette. Lutte contre le cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Les femmes de Yopougontois-Rouge ont été dépistées au collège Foumiapo, des femmes du secteur informel pour la plupart. C'est une initiative de l'association des jeunes solidaires de Sifié Dioula Soba, une action qui vaut son pesant d'or, selon demandé à Foussata Sanongon, marraine de cette opération. La santé n'a pas de prix. Si nous voulons être dans le train de l'émergence, la santé devait être une priorité pour nous tous. Le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique à mon avis. Le gouvernement devait s'y impliquer davantage pour que toutes les femmes soient dépistées et qu'elles soient suivies pour que ce pays puisse compter sur elles. C'est vrai qu'elles sont dans le secteur informel, mais c'est sur elles que nous comptons. Quand elles vont marcher, qu'elles viennent avec le vivier, si elles ne sont pas en bonne santé, on n'aura pas à manger. Et c'est important qu'elles soient dépistées dès maintenant pour qu'on puisse suivre celles qui ont déjà la maladie et celles qui n'ont pas ont une idée de leur statut. Et on reste en santé. Le centre de santé de Dengbi, village situé à 48 km de Bondoukou, a été entièrement réhabilité et équipé par le conseil régional du Gontougo. Ce centre de santé réhabilité à 27 millions de francs CFA et équipé en matériel biomédical d'une valeur de 8 millions est un véritable soulagement pour les habitants de cette localité, nous dit Méchac Steve. Les femmes du village de Dengbi peuvent désormais pousser un ouf de soulagement avec la réhabilitation de leur centre de santé. Yvette, en tout cas vraiment on est content. Très content. Pour maintenant en tout cas c'est propre. Je suis vraiment très heureuse pour ce don. Cette joie exprimée était dans un passé récent un véritable calvaire pour ces femmes qui étaient obligées de parcourir de longues distances pour atteindre un centre de santé. Kosonou Ignace, président du conseil régional du Gontougo. Les femmes quand elles avaient des difficultés, il fallait partir jusqu'à Sapia, c'est là-bas que se trouvait la première maternité. Bon, c'était compliqué, c'est pas la porte d'à côté. Aujourd'hui, tous les villages environnants pourront se servir à partir de la maternité de Dingui. Actuellement, c'est des sentiments de fierté, de joie, d'intense bonheur que j'ai pour vous-même. Vous voyez le cadre, vous voyez le matériel, 27 millions de nos francs CFA et l'équipement, 8 millions. Recevant les clés de ce nouveau centre, les acteurs de la santé présents promettent d'en faire bon usage. Agents de santé que nous sommes, nous allons faire mains et pieds pour bien tenir ce matériel pour les utiliser dans les bonnes conditions au profit de la population, afin que ces situations de décès maternels et infantiles ne puissent plus dominer dans notre région. Ainsi, avec ce centre de santé entièrement réhabilité et équipé par le conseil régional du Gontougo, les femmes de Dingmé sont invitées à fréquenter la maternité en cas d'accouchement. Méchac Steve, Dingmé pour Radio Côte d'Ivoire. Et ouvrons la page de l'actualité internationale. En RDC, le gouvernement a adopté hier le projet de loi pour la répartition des sièges concernant les élections du 23 décembre prochain. C'est donc avec quelques jours de retard que le Parlement va devoir commencer l'examen de ce texte. Le vote de la loi elle-même est attendu au plus tard le 23 avril. Sa promulgation par le président de la République devra intervenir d'ici le 8 mai. Et au Brésil, l'ex-président Lula a envoyé hier mardi son premier message public de la prison où il est détenu. L'ancien président brésilien se dit serein mais indigné d'être emprisonné, selon lui à tort. Il a pu recevoir très peu de visites depuis le début de son incarcération. Il reste toujours dans les sondages le candidat favori pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et voici ce qui m'a fait à ce journal. Nous rappelons quelques titres. La Côte d'Ivoire et le Koweït renforcent leur coopération. En visite officielle dans ce pays, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a eu une rencontre hier avec son Altesse, Cheikh Sabah Al-Hamad, émir du Koweït. Et puis le 30 avril prochain, aucun abonné ne pourra s'identifier car c'est le délai de l'opération d'identification. Merci à Denise de la Fafiette pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et sans transition, un autre, celui des sports bien sûr.
Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Ange Assoukro. Et il est avec nous pour le deuxième journal des sports de cette journée. Ange Assoukro, bonjour. Bonjour Angeval. Et nous démarrons avec du football, Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa se qualifie pour la phase de groupe de la compétition. La SEC Mimosa obtient une place dans la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF. Hier, à Alger, les Mimos ont tenu en échec le Shabab Riadi Belouizdad 0-0. À l'aller à Abidjan, les hommes de maître Roger Ouenien s'étaient imposés 1-0 et l'entraîneur Amani Yao César Lambert se réjouissait de ne pas avoir pris de but à domicile. 3 autres barrages de cette Coupe de la Confédération se sont disputés hier et auteur d'une victoire éclatante à l'extérieur, 5-1 contre le club sportif La Mancha du Congo, l'AS Vita Club de RD Congo obtient son ticket pour la phase de groupe. Les 2 autres qualifiés d'hier sont l'USM Alger et Al Masry d'Égypte. Battu à l'aller 2-1 par les Nigérians de Plateau United, l'USM Alger a renversé la situation en battant largement l'équipe nigériane 4-0. Al Masry d'Égypte a battu CF Mounana du Gabon 2-1 et se qualifie pour la phase de groupe. À l'aller au Gabon, les 2 équipes avaient fait match nul 1 but partout. Les 12 derniers barrages de la Coupe de la Confédération se jouent aujourd'hui. Le WAC Williamsville Athletic Club va tenter d'obtenir une 2e place pour la Côte d'Ivoire. Le WAC joue à 15h en Guinée équatoriale contre le Deportivo Niefang avec un avantage de 2-0 acquis à l'aller à Abidjan. Quelques affiches de ce jour, Enyamba, Nigeria, Bidvest, Afrique du Sud, Joliba de Bamako, MFM Nigeria, Supersport Afrique du Sud, Gormaya du Kenya, RS Berkane Maroc, Génération Foot du Sénégal. Les compétitions de la CAF sont de plus en plus lucratives. Chaque équipe qualifiée pour la phase de groupe en Coupe de la Confédération percevra $250,000, soit plus de 125 millions de francs CFA. Le vainqueur récoltera $1,500,000, l'équivalent de plus de 750 millions de francs CFA. En Ligue des champions de la CAF, c'est encore mieux. Chaque équipe qualifiée pour la phase de groupe a $550,000, soit plus de 275 millions de francs CFA, et le vainqueur de la Ligue des champions engrangera $2,500,000, donc plus $1,250 millions de francs CFA. De plus, chaque fois que les équipes avanceront dans les 2 épreuves, leur dotation sera améliorée. Le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire de football se déroulera après-demain, vendredi 20 février, annonce la Ligue professionnelle de football. Ce premier tour concerne les clubs de Ligue 2 et de D3. La 22e journée de Ligue 1, elle, se jouera le week-end prochain, samedi et dimanche. Et nous allons en Europe, Ange, demi-finale de Coupe en France et en Allemagne. En France, les Herbiers se sont qualifiés pour la finale de la Coupe. Dans la première demi-finale de l'histoire de la Coupe de France entre 2 équipes de nationales, les Herbiers ont battu Chambly 2-0. L'adversaire des Herbiers sera connu aujourd'hui au terme de la 2e demi-finale entre le Paris Saint-Germain, champion de Côte d'Ivoire, et Caen, actuel 15e de la Ligue 1. Caen Paris Saint-Germain, c'est ce soir à 19h au stade Michel Dornano. En Allemagne, en demi-finale de la Coupe, le champion d'Allemagne a balayé le Bayer Leverkusen 6-2 avec un triplé de Thomas Müller. La 2e demi-finale oppose aujourd'hui à 18h45 Schalke à l'Eintracht Francfort. Et parlons Maracana, la discipline veut s'implanter en Asie. Voilà le Maracana qui tente donc la percée en Asie pour conquérir le continent asiatique. Le président de la FIMADA, Charlemagne Bleu, a choisi le chinois Zheng Jiwu comme commissaire au développement de la discipline en Asie. Zheng Jiwu espère mobiliser 15 millions de pratiquants de Maracana en Asie pendant son premier mandat qui va durer 2 ans. Si le Maracana s'implante en Asie, c'est une opportunité d'attirer de gros sponsors, selon Zheng Wu. Il est au micro Radio Côte d'Ivoire de Sendou Koulibaly.
on peut séduire, on peut attirer beaucoup de marques, beaucoup de partenaires qui s'intéressent d'intervenir dans cette discipline. Surtout, il y a les entreprises chinoises qui vont s'installer en Afrique, qui vont agrandir leur réseau de vente en Afrique, même dans le monde entier. Donc, surtout, la Chine veut aider l'Afrique de développer dans tous les axes. Ici, les Africains, on aime bien le sport, surtout le football. Si une fois on a nombreux de pratiquants, on peut séduire les sponsors. Ils peuvent financer, de nous aider de bien mieux structurer, mieux développer le Maracana dans le monde entier. Pour le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et président mondial à Charlemagne Bleu, la pratique du Maracana en Asie peut raffermir les relations Côte d'Ivoire-Asie. C'est pas les tentatives qui ont fait défaut, mais il faut trouver la bonne porte et le bon pion. C'est important et donc nous restons en prière pour que notre jeune frère Wu puisse avoir bon pied, bon œil dans cette exaltante mission que nous venons de lui confier. Vous avez compris sa détermination à faire en sorte que cette discipline que nous adorons tous puisse avoir de l'allant au niveau de la Chine. Derrière ça, c'est une coopération qui commence. Bien entendu, les portes sont déjà ouvertes à travers la plateforme économique et politique, les relations cordiales, diplomatiques, politiques, économiques, sociales, éducationnelles, etc. qu'il y a au niveau de la santé, et j'en passe, entre la République populaire de la Chine et la République de Côte d'Ivoire. Et nous venons juste apporter un maillon de réchauffement au plan sportif à cette grande chaîne qui s'est ouverte depuis longtemps. Demi-finale de la Coupe de France, donc ce soir, Caen contre Paris Saint-Germain, champion de France en titre. Fait du JDS pour ce matin. Excellente suite de journée à tous. Merci beaucoup à vous, Anja Soukour. Merci pour le deuxième JDS de cette journée. Et c'est l'heure pour nous de recevoir notre invité du jour. La Côte d'Ivoire se prépare à lancer son satellite de communication. Un comité de pilotage travaille sur le projet. Il vient de présenter son rapport au ministre Bruno Nabani-Koné. Et pour en parler, Kolo Coulibaly reçoit M. Lassina Konaté, directeur de la Poste et de l'économie numérique au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. L'invité du jour. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Vous venez de présenter le rapport final sur le satellite ivoirien. Que dit ce rapport? Alors, le rapport est une étude de faisabilité au regard des données et des services que nous avons aujourd'hui, de voir dans quelle mesure on pourrait disposer d'un satellite purement ivoirien pour transporter toutes ces informations jusqu'au fin fond de la Côte d'Ivoire. C'est un rapport final. Quelles sont les différentes recommandations? C'est un grand projet. Nous parlons de rapport final par rapport à une seule étape, qui était l'étude de faisabilité. Aujourd'hui, nous avons des recommandations très claires qui nous disent d'approfondir, d'affiner les résultats de ce rapport final. Et c'est à l'issue de toute cette procédure que nous devrions être à l'aise pour prendre une décision, soit on part pour un satellite ivoirien, soit on propose d'autres alternatives. Pourquoi ce satellite ivoirien? Il faut comprendre que le satellite est une infrastructure pour transporter les signaux, pour transporter Internet vers les zones les plus éloignées. À la différence des infrastructures de base, comme la fibre optique, comme le faisceau hertzien et bien d'autres, le satellite a l'avantage de faire parvenir au fin fond de notre pays le haut débit, c'est-à-dire l'Internet, qui, comme nous le savons, est aujourd'hui un levier important pour la transformation de notre économie et surtout notre projet vers l'émergence en 2020. Lancer un satellite, on le sait, ça coûte cher. Est-ce qu'on a évalué le montant de ce satellite? Alors aujourd'hui, de toutes les façons, sans même avoir terminé l'étude, il est clair que le satellite demande beaucoup d'argent. Et quand on parle des satellites de communication ou de télécommunications, on parle de 150 à 250 millions de dollars. Et pour ce qui concerne les satellites d'observation, on parle de 50 à 250 millions de dollars. C'est pour cela que nous avons besoin d'affiner. Il s'agit de prendre une décision mais qui présente un intérêt
pour la Côte d'Ivoire. Un peu plus de 100 milliards de francs CFA. Qui va supporter ces différents coûts? Alors, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types de partenariats pour un satellite. Alors, tout dépend également de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Si nous arrivons à déterminer et à montrer que le satellite est important et incontournable pour la vision que le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, si nous arrivons à démontrer que le satellite est un élément essentiel pour l'atteinte de ces objectifs, le gouvernement trouvera les moyens et nous trouverons également les partenaires pour déployer ce satellite pour le bonheur de nos communautés et de nos populations. Parlons même de l'utilité, de l'opportunité de ce satellite. Qu'est-ce que ça va changer dans l'écosystème global de la communication en Côte d'Ivoire? Ça va changer beaucoup de choses. Dans mon département, nous sommes également en charge de la vulgarisation et de la promotion des services de télécommunications, des services de l'économie numérique. Aujourd'hui, il est de notoriété. Une bonne pénétration des services à large bande du haut débit a un impact réel sur le produit intérieur brut. Les autres pays, notamment africains, qui ont lancé les satellites avant nous, ont fait appel à des expertises extérieures. En Côte d'Ivoire, vous travaillez avec qui sur ce projet? Déjà, il faut savoir au stade où nous en sommes, nous travaillons sur la faisabilité. Et à ce niveau, je pense que la Côte d'Ivoire a déjà beaucoup d'experts qui peuvent mener à bien ce type de discussion. Cependant, nous avons eu l'assistance d'un cabinet pour cette étude de faisabilité. Il y a également, et ça il faut être très clair là-dessus, que la Côte d'Ivoire dispose d'experts quand on passera à d'autres étapes. Mais il est indéniable que l'industrie, concernant le satellite, nous n'avons pas d'industrie. Nous ferons donc comme les autres pays, c'est-à-dire trouver le bon partenaire technique pour que la solution non seulement soit très bien déployée, mais coûte relativement moins cher. Vous êtes à la phase d'étude, mais est-ce qu'on sait jusqu'à quand on aura ce satellite sur orbite? Dans l'industrie du satellite, quand vous prenez la décision de partir pour le satellite, à partir de la date où vous dites « nous allons pour le satellite », vous avez 3 à 4 ans pour pouvoir le lancer et le mettre en orbite. Donc nous sommes dans un processus. Le ministre nous a instruit d'affiner les recommandations du rapport d'étude de faisabilité. Nous allons le faire. Alors si, avant la fin de cette année, nous avons les recommandations, et si la décision est prise pour aller pour le satellite, il faudra convenablement dire que ça sera dans 3 ou 4 ans à partir de 2018, c'est-à-dire à l'horizon 2021-2022. Monsieur le directeur, merci. Je vous remercie. Et il est le directeur de la Poste et de l'économie numérique au sein du ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique. C'était notre invité du jour, Monsieur Lassina Konaté, en compagnie de Kolo Koulibaly. Et nous allons prendre la direction de la commune de Yopougon et découvrir dans un maquis ce corps de ce monsieur décédé. On écoute le récit de Nadège Kofi. Les faits divers, ça se passe ici. L'histoire s'est déroulée le vendredi 30 mars dernier. Nous sommes aux alentours de 14h lorsqu'un jeune homme que nous allons nommer Christian, la trentaine, fait son entrée dans le maquis en question. Vêtu d'une culotte jeans et d'un t-shirt de couleur blanche, Christian, vraisemblablement un habitué des lieux, s'attable. En témoignent éloquemment les gestes de familiarité qu'il a avec les membres du personnel. Il se dirige vers une table où il prend place. Et tout de suite après, de la bière lui est servie en un claquement de doigts. Sans coup férir, Christian aligne les bouteilles les unes après les autres. En tout cas, le jeune homme ne plaisante pas avec la bière. Le rythme de consommation de l'alcool est donc à haut débit. Mais que recherche-t-il exactement? Sans doute un paradis artificiel dans lequel il est roi, ou tout simplement un événement heureux de sa vie qu'il célèbre tout seul. Et comme il fallait s'y attendre, l'épuisement frappe à la porte. Le métier est dur, comme on le dit dans le jargon populaire ivoirien. Ceci pour caricaturer la rudesse du duel à vouloir honorer contre l'agneau en quantité importante. Sonné, donc, Christian ne peut même plus tenir dans la position assise. Le pauvre s'affaisse dans sa chaise et se laisse aller dans les bras de Morphée. En tout cas, selon les autres clients, il dort franchement.
À un moment donné, se croyant sans doute dans un lit, le jeune homme tente de changer de position. Et là, en se retournant, le voilà qui tombe de la chaise et se retrouve à même le sol. Étendu sur le flanc gauche, on pense qu'il poursuit son sommeil éthylique. C'est alors que l'un des employés l'approche dans le but de l'aider à se relever. Il constate avec horreur qu'un liquide de couleur rougeâtre sort de la bouche de Christian. Puis, il est inerte. Informé, le propriétaire du maquis vient constater les faits et remarque que les choses ne sont pas banales comme on aurait pu le croire. Le client, dont l'identité est la seule qui échappe à tous ici, va mal, très mal. Les sapeurs-pompiers militaires sont donc alertés. Hélas, avant leur arrivée, il est bien trop tard. Christian est déjà passé de l'autre côté. Il est environ 17 heures. Le commissariat de police du 16e arrondissement est alors saisi. Le chef de service commet certains de ces éléments sur les lieux du drame aux fins de procéder au constat d'usage. Après quoi, des agents des services des pompes funèbres enlèvent le corps sans vie et vont le conserver à la morgue du CHU de Yopougon. Il a fallu seulement 3 heures à Christian pour déposer définitivement le verre dans ce maquis qui constituait un premier choix pour lui. Question, qu'est-ce qui a pu emmener Christian à s'enivrer à ce point, surtout à cette heure du jour? De quoi est mort le malheureux garçon? Une enquête policière est ouverte à cet effet. Elle devrait, si elle aboutit, nous édifier sur nos préoccupations. Les faits divers. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport et à l'instant, les faits divers avec Nadège Kofi. C'était son récit. Et nous allons proposer les grands titres de l'actualité avec Denise de la Fafiette. Rebonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval. À 7h, nous reviendrons sur la visite officielle du chef de l'État ivoirien au Koweït. Eh bien, le président Alassane Ouattara et l'émir du Koweït ont procédé à la signature d'accords de coopération hier mardi. Une enquête portant sur les expériences de vie pendant l'enfance sera bientôt menée sur tout le territoire national. C'est une initiative du ministère en charge de la protection de l'enfance. Le dossier du jour portera sur la prostitution. À Abidjan, ce phénomène s'est accentué ces dernières années pour mettre un coup de fin à ce fléau qui prend de l'ampleur. Un centre de réinsertion a vu le jour. On en parle dans le journal de 7 heures. Et puis dans l'actualité internationale,